Bonjour à tous et bienvenue à ce débat d'actu sur l'accès aux soins. Je suis Guillaume Rameau, interne en 3e semestre de médecine générale à Lyon et chargé de mission relations internationales pour l'ISNAR IMG. Par ce sujet, l'accès aux soins, nous allons pouvoir évoquer avec nos 3 invités ce qu'il se passe derrière les débats parlementaires ou citoyens sur des sujets de santé et par là donner des exemples sur ce que sont les différents rôles de chacun des acteurs engagés. L'égal accès aux soins est un enjeu du quotidien pour tous nos concitoyens. Ce sujet fait d'ailleurs régulièrement la chronique des médias, surtout depuis le mouvement des Gilets jaunes et le grand débat national. L'ensemble des acteurs politiques et syndicaux sont depuis longtemps sensibles à ce sujet et cherchent tous des solutions à apporter à la population. Les problématiques de l'accès aux soins peuvent être principalement reliées à 2 facteurs. Une demande de soins qui augmente du fait de la croissance démographique et du vieillissement de la population, plus sujette aux pathologies chroniques, mais également à une offre de soins qui tend à diminuer, avec un vieillissement de la population médicale et donc une diminution du nombre de médecins généralistes. Il existe donc une inadéquation entre l'offre et la demande. Cette inadéquation est réelle sur l'ensemble du territoire, mais elle est parfois ressentie encore plus fortement dans certains secteurs géographiques, accentuant les inégalités, qu'elles soient objectives ou subjectives. Le premier enjeu mis en cause dans ces inégalités d'accès aux soins est la répartition des professionnels de santé sur le territoire, surtout les médecins généralistes. C'est pourquoi certains acteurs proposent de réguler, de contrôler cette répartition en limitant la liberté d'installation des professionnels de différentes manières. C'est avec cet objectif que lors de la présentation du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé de juillet 2019, de nombreux amendements en faveur d'un système coercitif à l'installation ont été déposés. Cependant, nous sommes nombreux à penser que le cœur du problème d'accès aux soins n'est pas une question de répartition des médecins généralistes. Effectivement, comme ont pu le montrer les études de la DRES, Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, en mai 2017, les médecins généralistes sont à peu près équitablement répartis sur le territoire national et 98% des citoyens vivent à moins de 10 minutes de trajet d'un médecin généraliste. Mais, par manque de temps médical disponible, les patients éprouvent de nombreuses difficultés à obtenir un créneau de consultation. Et ce, parce que le problème est le nombre total de médecins généralistes, pas leur répartition. Réguler les installations ne résoudra pas le problème du nombre de professionnels disponibles. Fort heureusement, grâce à l'implication de l'ISNAR IMG auprès des législateurs, ces propositions de coercition n'ont pas été retenues. Mais chaque nouvelle échéance électorale fait ressurgir un peu plus fort ce spectre. Les structures représentatives des jeunes médecins ont donc travaillé à l'élaboration de propositions qui nous paraissent plus efficientes, plus réalistes, s'appuyant notamment sur la dernière enquête de l'ISNAR IMG qui montre que la réalisation du SASPAS dans un territoire favorise l'installation plus rapide des internes dans ce territoire. Les solutions sont nombreuses, que ce soit en développant les stages sur les territoires ou en réorganisant l'offre de soins pour plus d'efficience. L'objectif de notre discussion est d'ouvrir le débat avec vous sur le rôle de chacun des acteurs dans de tels enjeux sociétaux. Pour cela, nous avons réuni 3 personnes qui pourront nous faire part de leurs expériences avant d'échanger avec vous. Nous laisserons tout d'abord la parole à M. Gilles Noël, maire de la ville de Varzy, située dans la Nièvre, ville de Varzy, afin d'avoir son point de vue de maire face à cette problématique. Ensuite, Pierre Gillet, interne à Tours, qui était premier vice-président de l'ISNAR IMG lors de l'examen de ce projet de loi, nous partagera son expérience du rôle de l'ISNAR IMG dans l'examen de ce projet de loi. Enfin, Laure Domingeau, qui est médecin généraliste remplaçante, présidente de Réagir, qui est le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants, pourra nous présenter les travaux des structures jeunes.
en vue de porter les avis des jeunes et futurs médecins. Pour commencer, Monsieur Gilles Noël, vous êtes le maire de Varzy, une commune de la Nièvre, dans un territoire particulièrement touché par ces difficultés d'accès aux soins. Pouvez-vous nous faire part des difficultés que vous rencontrez et de votre rôle dans cette situation? Merci Guillaume de ces mots d'introduction pour parler de la ville de Varzy. C'est très gentil à vous. Je vais être un peu plus réaliste par rapport à cette assemblée. Je suis maire d'un village de 1500 habitants. Donc vous voyez, j'ai plutôt tendance à parler de village, mais c'est très gentil à toi. Donc je viens ici au nom de l'Association des maires ruraux de France. Donc, vous voyez à peu près, quand on parle de maires ruraux, le nombre d'habitants qui nous rejoignent. Mais ce nombre d'habitants, d'abord, il est en croissance. Dans les zones rurales, proportionnellement, nous accueillons plus de nouvelles populations. Et puis, dans ces zones rurales où il fait bon vivre, c'est souvent ça que l'on dit, on a plutôt des patients, donc des gens qui, comme tu l'as expliqué, qui souhaitent accéder à une offre de soins, qui s'impatientent. Tu en as donné quelques raisons. Et on a aussi des personnels, des professionnels de santé qui, eux, sont quelquefois en mode désespérance. Voilà, ça c'est un peu le côté noir de la chose sur lequel on subit. Dans nos villages, on n'a pas de... Moi, je considère que le mot désert médical n'est pas approprié. D'abord, on a des gens, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a même des enfants, même si la population, quand même, généralement, elle vieillit. Et on a une construction d'une offre de soins sur laquelle on a très peu la main, sauf à connaître notre médecin, notre directeur d'hôpital, quand il y en a encore, puisqu'on a aussi une administration régionale, l'Agence régionale de santé, qui, elle, nous occupe, mais s'occupe peu de nous. Les 2 derniers exemples que j'ai, moi, en tête, c'est que il y a 10 ans, à 16 km de mon village, ils ont fermé la maternité et le plateau technique de chirurgie. Il y a quelques semaines, l'été dernier, à 30 km, ils ont fermé la maternité et ils viennent de fermer le plateau technique. Parce que leur vision des choses, c'est un centre hospitalier par département. Donc mesdames, parce que je vois beaucoup de jeunes femmes, pour aller accoucher, dans certains départements, il n'y a plus qu'un endroit. Donc nous, les maires, face à ces pressions qui nous sont organisées, par ces populations qui aussi vieillissent, je le disais, par ces organisations avec un monde hospitalier sur lequel nous, la seule prise que l'on a, c'est les services d'urgence. Vous avez compris, parce que ce manque de professionnels de santé, des dentistes, des kinés ou des médecins, fait que nos populations vont appeler les sapeurs-pompiers, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires, et que pour un oui ou pour un non, on peut les emmener dans les urgences. Ce qui pose des problèmes puisque ça mobilise du monde, ça coûte de l'argent, mais ça répartit la charge financière. Puisque la sécurité sociale paye un service, les collectivités payent les sapeurs-pompiers, voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc on est dans un monde complexe, on est dans des situations difficiles, parce que même les SMUR, les services d'urgence, ils ferment ou ils n'arrivent pas à tenir 24 heures sur 24, où ils subissent la pression de ce qu'on appelle, nous, la rationalisation des choix budgétaires que l'agence régionale va impacter en disant il n'y a pas suffisamment de passages dans ces services, donc on ne va pas le faire. Et nous, on se retrouve le vendredi soir à 5 heures, c'est toujours un souci pour nous. Là, je vais rentrer chez moi, je ne dis pas que j'ai le téléphone à côté, mais on a toujours ce souci parce qu'on a un médecin, on a 2 médecins chez nous, ils ne sont pas là le week-end. J'ai rien à dire par rapport à ça. Simplement, nous, on est confrontés quelquefois à des situations compliquées. Des situations compliquées. Mais j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Chez nous, il fait bon vivre. Eh oui, il fait bon vivre. Chez nous, l'installation, ça ne coûte pas cher. L'immobilier ne coûte pas cher. Le lien social, l'accès à la culture, les relations qu'on peut tisser dans un village, tout ça, c'est open bar, on pourrait dire. C'est free, on dirait ça. Donc on a, nous, des atouts, mais qu'on n'arrive pas à transformer dans cette logique qui est d'attirer
des professionnels de santé. Alors, on y arrive, mais pas suffisamment. Moi, je suis dans un département qui est classé comme le dernier département, il y a celui de Mayotte, le dernier département en France où l'espérance de vie est inférieure de 6 années à la moyenne nationale. Donc on n'est pas non plus, la Nièvre est classée dans ces choses-là. Parce qu'il y a des problèmes d'addiction, il y a tout un tas de soucis que la population, elle subit, de par sa situation sociale, de par toutes les pressions qui sont organisées sur elle. Donc nous, on a cette réalité-là à faire face. Mais par contre, nous, on ne veut jamais renoncer. C'est ça un des slogans, ne jamais renoncer. Donc on s'organise, et vous voyez, je viens vous voir, au titre de l'Association des maires ruraux de France, dans le petit livret qui est en construction, on veut y mettre notre patte. Mais nous, on s'aperçoit que malgré les efforts individuels que l'on a, on n'y arrive pas forcément. Alors oui, les stages qui ne sont pas faits en zone sous-dotée, quand vous êtes en formation, nous posent question. Parce que nous, on se dit, si vous ne venez jamais chez moi, comment vous allez savoir, comment vous allez apprécier, comment vous allez pouvoir dire, tiens, il y a quelque chose qui m'intéresse. Alors, est-ce que c'est, je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est, je m'y sens bien? Il y a plein de facteurs comme ça. Et nous, on voit bien que les obligations qui sont faites par ces centres hospitaliers, CHU et autres, qui aiment bien vous voir comme interne dans leur service, et qui organisent une pression aussi tellement forte, parce que d'abord ils ne connaissent pas, je ne suis pas sûr que le professeur du CHU, le grand patron du CHU, de n'importe quel CHU de France, c'est forcément ce qui se passe à la campagne, puisque c'est comme ça qu'on nous dénomme, va plutôt vous conserver dans ces services. Donc ça veut dire que vous aurez moins d'occasions de vous dire, tiens, ça vaut le coup. Dans la Nièvre, il y a Magny-Cours, dans la Nièvre, il y a du rugby, dans la Nièvre, il y a la Loire, enfin, n'importe quel département, j'allais dire, hein. Il y a plein de côtés positifs. Donc nous, les élus, on se dit, mais s'il n'y a pas d'obligation qui est faite aux uns et aux autres, vous vous installez où vous voulez. Oui, c'est une profession libérale. Donc le droit revendiqué, c'est de dire, je m'installe où je veux. Il n'y a pas d'obligation de stage forcément qui se fasse en zone sous-dotée. Donc vous n'allez pas y aller naturellement. Donc nous, les élus, on se dit, il faut qu'on trouve des moyens. Alors, la coercition, c'est un mot que je peux employer. Maintenant, c'est le dialogue aussi qui doit peut-être nous permettre de faire évoluer les choses. Même s'il y a quelquefois, je me demande si l'obligation ne pourrait pas être une valeur ajoutée. Simplement, l'obligation, elle ne se fait pas que dans un sens. Il faut que vous soyez accueillis, il faut qu'on puisse vous aider à vous loger, il faut qu'on puisse aussi vous donner accès à je ne sais quoi. Bon, parce qu'il n'y a pas toujours le très haut débit partout. Et qu'il n'y en a pas un ici qui me fera croire qu'il n'a pas de téléphone portable ou 2 téléphones portables dans sa poche. Bon. Donc il y a une manière d'aborder les choses. Donc nous, ce que l'on réclame, c'est qu'on puisse faire cause commune. Le maire, bien sûr, il est connu, vous connaissez les maires sous l'angle du bâtisseur. Il va faire l'école, il va faire la salle des fêtes, il va faire ceci, cela. Oui, ça c'est une chose, mais elle est très limitative. Nous, on a plutôt un rôle, on a un rôle d'ensemblier. Donc nous, on organise la vie dans le village. Et ce professionnel de santé, l'infirmier, le pharmacien ou autre, fait partie, bien évidemment, de ces facteurs forts que l'on a dans nos villages. Mais nos villages, on ne les arrête pas au périmètre de notre commune. Nous, on les arrête au périmètre d'un territoire élargi. Puisque vous pouvez très bien être médecin ou professionnel de santé, habiter à 30 km et exercer dans mon village. Personne n'y trouvera à redire. Donc il y a sûrement des organisations à partir desquelles il faut qu'on discute pour faire en sorte que, à la maison de retraite, à l'EHPAD, le week-end soit garanti sans souci via les sapeurs-pompiers. Ben parce qu'il y a un professionnel de santé qui va passer le vendredi pour telle ou telle raison, ou qui va organiser un certain nombre de choses. Moi, dans mon village, 1500 habitants, il y a 635 jeunes qui vont à l'école tous les jours, de 2 à 20 ans. Sur ces 635, il y en a à peu près 300 qui sont internes. Le soir, à 21h, quand il y a un PET, on appelle le SAMU, hein, et ils vont aux urgences. Donc on se dit qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être organisées, sans que vous soyez des bagnards ou des nouveaux esclaves, ça ne nous intéresse pas. Puis de toute façon, à 1h du matin, vous ne répondrez pas au téléphone quand vous serez installé, et vous aurez sûrement bien raison.
parce qu'il y a des organisations qui se font, il y a des tours de garde, il y a des choses qui se font. Donc nous, ce qu'on réclame, c'est de discuter avec la profession, mais sur des choses tangibles, des réalités de terrain. Parce que vous avez besoin de nous, et nous, on a besoin de vous. Donc je pense qu'il y a un mariage de raisons qu'il faut qu'on arrive à trouver. Et le fait de vous connaître ou de pouvoir rentrer, alors est-ce que c'est par le document ou est-ce que c'est par notre présence, parce que c'est sûrement pas la première fois que l'Association des maires ruraux de France participe à des rencontres avec des futurs professionnels de santé ou des internes, c'est comme ça que vous nommez. Bon, on a besoin de se causer. On ne mord pas, on a besoin de vous, mais vous avez besoin de nous. Donc il faut qu'on trouve un juste milieu, plutôt que ça se fasse avec un fusil sur la tempe, pour nous, parce qu'on n'aura pas d'autre solution dans certains territoires, ou pour vous, parce que vous avez de quoi trouver chaussures à votre pied en ville. Donc on ne cherchera pas non plus à poser la ville à la campagne. Je pense qu'il y a un mariage de raison, je le disais tout à l'heure. Le maire, il est bâtisseur, mais il organise aussi les mariages, les cérémonies de mariage. Donc on peut peut-être mettre notre écharpe aussi dans cet effort, dans cette volonté, dans cette nécessité de contribuer à créer les conditions de cette offre de santé mieux répartie. Voilà en quelques mots ce que je peux dire, Guillaume. Et personne n'a levé les yeux au ciel trop fort. La dernière fois que j'ai dit ça, je me suis fait alpaguer. Vous êtes sage. Hein. Merci, monsieur le maire. Pierre, tu étais le premier vice-président de l'ISNAR-IMG au moment de l'examen de la loi en 2019. Pourrais-tu nous éclairer sur le rôle de la structure ? Bonjour à tous, donc Pierre Guillet, je suis interne de médecine générale comme vous à Tours et effectivement comme vient de le dire Guillaume, j'étais le premier vice-président de l'ISNAR-IMG de juin 2018 à octobre 2019, donc notamment au moment où a été construit et examiné ce projet de loi. En fait, l'idée un petit peu de ce que je vais essayer de vous raconter, c'est le rôle que peut avoir un partenaire social, une structure syndicale comme l'ISNAR-IMG dans de tels débats, avec l'exemple du projet de loi qui est assez récent et assez parlant. Alors du coup, pour ça, on va revenir un tout petit peu en arrière, vu que ce projet de loi il s'inscrit dans une politique de santé qui remonte à un certain temps et dont l'élaboration a réellement commencé. C'était en début 2018 avec le lancement de la stratégie de transformation du système de santé initialement par le gouvernement. Donc à ce moment-là, au lancement de cette stratégie de transformation, ça a commencé par la récupération d'un certain nombre de contributions de l'ensemble des partenaires sociaux, des professionnels, des élus et aussi de l'ensemble des citoyens qui pouvaient participer et contribuer et du coup dire ce qu'ils attendaient du système de santé dans lequel ils aimeraient évoluer, vivre. Donc, bien entendu, l'ISNAR-IMG, à ce moment-là, a participé à cette contribution à partir des positions de notre structure. Donc, après, l'ensemble de ces contributions a pu être étudié, compilé, et c'est ce qui a donné ou inspiré le plan Ma Santé 2022, donc qu'a évoqué Monsieur le ministre tout à l'heure, et qui a été annoncé par le président de la République en septembre 2018. Et c'est à partir de là que les choses se sont vraiment mises en place et que le dialogue social en fait a vraiment été lancé entre les différents partenaires, le gouvernement, le ministère, les parlementaires et les élus à l'échelle nationale, vu que dans ce cadre-là, on a essentiellement discuté avec les élus et les représentants nationaux, vu qu'il s'agissait de l'examen d'un projet de loi, et les partenaires sociaux que nous étions. Il y a deux dialogues, deux choses qui sont un peu constituées en parallèle, qui étaient à deux niveaux. La loi du 24 juillet 2019, qui a été construite sur fin de l'hiver et le printemps 2019. Et en parallèle de ça, on avait aussi un certain nombre d'éléments qui ont été apportés dans les négociations conventionnelles entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux, notamment tout ce qui concerne les assistants médicaux dont vous avez pu entendre parler. Là-dessus, bien qu'on n'ait pas, que nous ne sommes pas un syndicat professionnel au même titre que d'autres, donc nous n'avons pas de pouvoir de signature de cette convention, mais on avait le droit d'y assister et d'y apporter la voix des jeunes généralistes
des futurs généralistes, pardon. Jeunes généralistes, c'est l'heure. Pour essayer de faire de ces propositions qui étaient dans le plan Massé 2022, notamment les assistants médicaux en ce qui nous concerne, quelque chose qui soit intéressant pour nous aussi, et pas uniquement la vision de nos aînés sur ce projet-là. Donc en parallèle de ces négociations conventionnelles, il y a eu l'élaboration de cette loi santé, on va dire. Et donc là, nous avons aussi joué notre rôle de partenaires sociaux, c'est-à-dire de faire du lobbying, en gros. Voilà, on a pu aller discuter avec donc initialement les députés, vu que le projet de loi a d'abord été déposé à l'Assemblée nationale, après avoir pris bien sûr connaissance de son contenu, pour les rencontrer, discuter avec eux, avec autant de députés que possible, pour leur faire part de notre avis, de l'avis du coup des internes de médecine générale sur le contenu de ce texte de loi, pour leur pointer les éléments qui ne nous allaient pas, et leur expliquer pourquoi ils ne nous allaient pas, pour essayer de les faire changer d'avis, et leur pointer les éléments qui nous plaisaient bien, et leur donner aussi d'autres arguments pour qu'ils puissent convaincre leurs propres collègues à ce moment-là. Après l'Assemblée nationale, on a fait la même chose, hein, bien sûr, au moment du... exactement, au niveau du Sénat, on a fait exactement le même travail, avec notamment la NEMF et Réagir, avec lesquels on s'est un peu partagé. Il y a un peu beaucoup de sénateurs pour tous les rencontrer. Et ensuite, après le Sénat, comme vous en avez peut-être entendu parler, vu que le Sénat et l'Assemblée nationale n'étaient pas d'accord, il y a eu une commission qui a tranché un petit peu un texte définitif, et on a aussi pu re-rencontrer à nouveau tous les acteurs de cette commission mixte paritaire. Après, là, du coup, notre rôle de lobbying, notre rôle de représentation, on l'a fait à ce moment-là dans le cadre du projet de loi auprès des élus nationaux, de la représentation nationale. Mais bien entendu, et surtout vu le contenu des propositions que l'on pouvait amener, tout ce qui concerne l'accueil au local, par exemple, des internes, il est tout à fait nécessaire et essentiel de discuter avec les élus à une échelle beaucoup plus locale, et même directement avec la population autant que possible. Et c'est dans cette optique-là qu'avec les autres structures syndicales des jeunes et futurs médecins, on a pu construire le guide que Laure va pouvoir vous présenter juste après. Merci Pierre. Laure, tu es donc la présidente de Réagir et jeune médecin généraliste remplaçante. Est-ce que votre structure a travaillé avec l'ISNAR donc, à l'élaboration du guide? Est-ce que tu peux nous présenter les grandes lignes de ce document et la place de la structure de Réagir donc, lorsqu'il y a des échéances politiques comme on les connaît actuellement? Merci Guillaume, merci à l'ISNAR de nous avoir invités à participer à ce débat sur la coercition. Donc, moi, je suis Laure de Mingeon, je suis médecin généraliste remplaçante non thésée. Je travaille en centre de santé dans le Val-de-Marne, donc en Île-de-France, en zone sous-dotée. Et je suis présidente du coup du Réagir, le syndicat des jeunes médecins généralistes. Le guide, en fait, la réflexion, c'est pourquoi? C'est que, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais entre rien que 2019, il y a eu pas mal de mesures coercitives qu'on proposait, notamment dans le cadre du projet de loi. Le principe, c'est que les députés et les sénateurs peuvent proposer des amendements, et certains étaient coercitifs, comme la limitation du remplacement à 3 ans, les stages en zone sous-dense. Bon, après, ça se discute si c'est coercitif ou pas, mais... en tout cas, la limitation de la durée du remplacement, il y avait aussi le conventionnement sélectif, il y a des choses qui ressortent régulièrement. Et du coup, on s'est dit, chacun de notre côté, avec la NEMF, l'ISNAR et Réagir, on avait déjà fait des propositions, on avait déjà fait des documents, et on va ensemble à l'Assemblée et au Sénat, et on défend toujours nos positions. Mais on s'était dit que c'était important de pouvoir finalement les organiser, les regrouper, et puis faire une communication. Là, ce que disait Pierre, c'est qu'on l'a fait surtout au national, à l'Assemblée et aux députés. Mais finalement, c'est aussi important de faire de la communication directement auprès des élus locaux, parce que c'est aussi eux qui reçoivent directement les doléances de la population. C'est eux qui sont au contact de leurs administrés et qui se rendent compte des difficultés d'accès aux soins. Alors nous aussi, en tant que soignants, on s'en rend compte, mais qui sont aussi directement... impactés par du coup les difficultés d'accès aux soins des administrés.
Du coup, on a décidé de faire ce guide à destination des élus locaux pour leur donner des mesures qui sont applicables dans leur territoire. Alors il y en a certaines qui sont plus à l'échelle de la ville, d'autres plus du village, plus de la commune. Enfin, voilà, il y a différents niveaux, ce qui permet que voilà, ça soit quand même accessible à tous, qu'il y ait des mesures qui soient accessibles et qui permettent d'améliorer finalement l'accès aux soins. Et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir le diffuser donc, via l'association des maires ruraux de France, mais aussi des maires de France, et puis aussi auprès des patients. On pense à France Sous Santé qu'on a contacté, pour lequel on aimerait travailler avec eux aussi, pour qu'il y ait quand même aussi une sensibilisation de la population finalement à ces difficultés d'accès aux soins, mais du coup aussi que ça sous-entend de réorganiser la façon dont ils vont en consultation, pourquoi ils consultent, les demandes de soins non programmés, etc. Et donc le guide, en fait, on l'a construit de manière à regrouper les propositions. Donc en fait, il y a les propositions autour de la formation. Donc c'est finalement faire découvrir les territoires, et ça comment c'est les différentes propositions dont on avait déjà parlé, qui sont du coup les réformes du 2e et du 3e cycle, le fait que les étudiants qui vivent déjà dans les territoires, qui sont lycéens, qui vivent déjà dans ces territoires, puissent accéder plus facilement aux études de médecine. C'est potentiellement des gens qui vont revenir s'installer dans ces territoires. C'est aussi de permettre donc aux étudiants, dans le cadre de l'externat mais de l'internat aussi, d'avoir accès à des territoires qui sont plus éloignés du CHU. Et du coup, pour ça, il faut pouvoir défrayer les déplacements, qu'il y ait des hébergements, c'est les hébergements territoriaux de santé, avec tous les étudiants en santé, parce que l'objectif, c'est pas que de faire venir des médecins, il faut faire venir aussi d'autres étudiants en santé. Donc un internat avec différentes professions, ça permet aussi de créer du lien, de créer du travail en coopération en fait, et déjà au niveau des études. Donc ça c'est un vrai plus. Et ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir recruter des maîtres de stage universitaires. Forcément, on ne peut pas faire de stage s'il n'y a pas de maître de stage. Donc après, ça, c'est tout un travail à faire, et c'est bien qu'il y ait un groupe de travail qui sera créé auprès du ministère pour pouvoir réfléchir à ces questions-là. Parce que pour le coup, le nerf de la guerre, c'est surtout d'avoir quand même des maîtres de stage universitaires si on veut faire venir des étudiants dans les territoires. Après, les autres choses, c'est favoriser l'installation, et pour ça, il faut pouvoir sécuriser le début d'exercice. L'installation, c'est le début d'exercice, c'est un moment clé. C'est le moment où on se dit, bon, bah, du coup, je vais remplacer pour pouvoir découvrir différents types d'exercices, salarié, libéral, mix, en groupe, en MSP, tout seul. Du coup, c'est important que ça se passe bien, qu'on arrive finalement à s'approprier les différents modes d'exercice, les différentes parties du cabinet, pour pouvoir s'installer dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que quand on voit toutes les démarches administratives et surtout la connaissance qu'on en a quand on débute, on se dit, oula, l'installation, c'est pas gagné, je crois que je vais remplacer, c'est plus sage. Et puis au fur et à mesure, pendant qu'on remplace, on apprend à gérer le cabinet, et puis au fur et à mesure, chaque jour, on peut se mettre une petite to-do list, genre je vais apprendre ce que c'est que l'URSSAF, je vais apprendre comment on fait la démarche auprès de la CEPAM pour s'installer, etc., etc. Toutes les démarches administratives pour réussir à mettre les choses en place. Et donc pour ça, ça passe aussi par le fait de pouvoir faire de la communication auprès des jeunes sur les aides à l'installation, parce qu'il y en a. Soit les aides financières, on le sait, hein, c'est pas le principal déterminant à l'installation. C'est pas parce que la Nièvre a proposé 100 000 euros que vous allez vous installer. Bon, 100 000 euros, c'est peut-être exagéré. Mais si la Nièvre vous propose, je sais pas moi, 10 000 euros, c'est pas sûr que ça soit un élément suffisant pour venir vous installer. Mais si on voit qu'il y a des trucs super dans la Nièvre, des week-ends de découverte, qu'il y a plein de maîtres de stage hyper sympas, qu'ils sont motivés pour faire une MSP, et bien du coup, on va s'installer dans la Nièvre. Après, il faut aussi qu'il y ait du service public, il faut qu'il y ait d'autres professionnels de santé pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Parce qu'un médecin G, même si on est deux, si on est tout seul, qu'il n'y a pas d'hôpitaux, qu'il n'y a pas de kiné, qu'il n'y a pas d'infirmier, ça va être un peu compliqué, hein, on est d'accord. Donc il faut qu'il y ait tout ça qui se mette en place. Après, il faut prendre les choses progressivement. On ne va pas juste tout péter et remettre un nouveau système de santé, ça ne va pas fonctionner. Mais il y a des petites étapes à mettre en place. Et donc, il faut pouvoir quand même faire de la com sur les aides à l'installation, notamment le contrat de début d'exercice, qui est quelque chose qui a été justement modifié dans le PLFSS, qui est la loi de financement de la sécurité sociale 2020, où du coup, il y avait une simplification du contrat. Et c'est quelque chose qui est disponible du moment que vous êtes en zone sous-dense, que vous soyez installé ou remplaçant. Et ça fait un avantage maternité, maladie,
plus un complément de revenu. Donc ça peut aussi faciliter le fait que de vous décider à regarder un peu les zones sous-denses potentiellement dans le département où vous êtes, et du coup de pouvoir décider de remplacer plus dans ce coin-là ou plus vous installer là et du coup de découvrir finalement cette zone. Les autres éléments aussi, c'est du coup de faire en sorte que les démarches administratives paraissent plus simples. Donc les guichets uniques par exemple. Donc après, les maires par exemple, ils peuvent prêter une salle peut-être pour que la CEPAM, l'URSSAF, les impôts, tout ça viennent tous au même endroit et qu'en une journée, paf, vous ayez tout fait. Toutes les démarches soient faites et puis vous avez un interlocuteur direct et pas une machine ou un chatbot qui vous dit exactement comment remplir les éléments administratifs et vous êtes sûr qu'il ne vous manque pas 14 papiers et que tout est en règle. Et ça va faciliter les choses parce que le vrai frein à l'installation, c'est toutes ces démarches. Pour le coup, pour l'instant, en moins de 90 jours, réussir à s'installer, c'est pas possible, par exemple. Parce qu'il y a tellement de démarches administratives, de temps, que dans le meilleur des cas, 90 jours, c'est bien. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour que ça fonctionne. Après, ce qu'il faut aussi, c'est faciliter de pouvoir respecter le fait que, en fait, maintenant, il y a plein de types d'exercices qui s'ouvrent à nous, qu'il faut qu'on puisse faire ce qu'on a envie, parce que le métier de médecine, on le fait quand même à la base par passion. Il faut aussi qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions. Et donc, du coup, si y en a qui veulent faire du salariat, qu'on propose du salariat, après, ça ne reste pas un modèle unique, que les gens puissent s'installer en libéral, ou potentiellement avoir une activité mixte entre l'hôpital ou une activité salariée autre et le libéral. Et les choses sur lesquelles on voulait aussi insister, c'était de rénover l'offre de soins en favorisant donc, de travailler en interprofessionnalité, que ce soit les MSP, les CPTS, les équipes de soins aussi, de soins primaires, et puis qu'il y ait des partages de compétences, parce que finalement, les infirmiers, les sages-femmes, les pharmaciens, ils ont tous des compétences qui ne sont pas forcément pour l'instant rémunérées ou pour lesquelles c'est pas mis en avant. Et en fait, en créant des protocoles de coopération où chacun est payé finalement, parce que c'est ça qui est important en fait finalement et qui fait que ça a fait grincer un peu des dents les syndicats seniors, c'est que quand vous dites juste le pharmacien il va vacciner, il va être payé tant. Tout ce que le médecin senior il voit à côté, c'est juste qu'il a moins de patients qui viennent, donc moins de revenus, et que surtout il n'a pas accès au fait que le patient a été vacciné. Donc si ça se met en place de manière où on dit on fait un protocole, le médecin généraliste c'est lui potentiellement qui a formé le pharmacien. Ils se sont rencontrés, ils se connaissent, ça a été mis en place, et puis chacun est payé parce que finalement ils sont tous les deux professionnels dans le cadre du parcours de soins du patient. Donc il n'y a pas de raison que le médecin généraliste qui a formé le pharmacien ne soit pas aussi rémunéré pour le fait que finalement c'est le pharmacien et qui se partage les tâches. Quand on le présente comme ça, et puis dans certaines zones où c'est expérimenté, ça fonctionne. Et personne ne s'énerve parce que c'est le pharmacien qui vaccine ou l'infirmière, etc. Et ça se passe bien. Voilà. Et donc du coup, pour résumer le guide, l'avantage c'est que du coup, là je vous ai donné des arguments un peu généraux, mais en fait pour chaque argument qu'on a donné, on a mis une phrase assez simple et des exemples un peu concrets de ce qui pouvait être fait par les maires. Après, ça peut être amélioré, c'est pour ça qu'on va travailler avec l'association des maires ruraux de France sur quelque chose qui soit potentiellement aussi un peu plus complet, un peu plus explicatif et plus facile à mettre en pratique avec plus de guidelines et aussi des coordonnées potentiellement de structure. Et on a quand même mis aussi des témoignages parce qu'à chaque fois on me dit ouais, vous êtes mignons avec vos mesures là, mais est-ce que ça fonctionne ? Alors il y en a beaucoup qui sont récentes, donc ça va être difficile de voir quelque chose tout de suite, mais on a quand même des témoignages de ceux qui fonctionnent. On avait l'internat de Roanne sur les hébergements par exemple. Il y avait donc un témoignage de médecins qui est installé en MSP, de jeunes médecins, pourquoi ils avaient choisi la MSP, de 400, une jeune femme qui a pris un poste dans le cadre des 400 médecins généralistes, c'est un poste partagé. Voilà, plein de petits témoignages pour montrer que ça peut fonctionner. Un focus par exemple sur l'Aveyron, alors je sais c'est toujours l'exemple qu'on donne mais qui fonctionne bien, où en fait ils étaient un des territoires où il y avait le moins de médecins en termes de densité de population. Alors c'est pas l'indice le plus utile et le plus représentatif, mais quand même. Et en fait, ils ont mis en place des week-ends de découverte. Ils ont réussi aussi, alors à l'initiative aussi de professionnels de santé des territoires, hein, ça c'est évident, à ce que 90% des métiers deviennent MSU. C'est quand même pas mal. Du coup, faire venir des étudiants, du coup créer des internats,
du coup faire venir aussi des étudiants en santé, d'autres, pas que des médecins. Du coup, avec ces week-ends, ces MSU hyper motivés, qui se créent des MSP, etc., ils ont réussi à faire plein d'installations. Et en fait, maintenant, ils ont un solde positif, c'est-à-dire qu'ils ont plus d'installations qu'ils ont de départ à la retraite. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de territoires. Donc pour le coup, tout n'est pas complètement extrapolable à tous les territoires, mais il y a plein d'idées qui fonctionnent, qui pourraient être mises en place justement pour mettre en avant la qualité de vie dans certains territoires et tous les avantages qui existent déjà, et de permettre aussi de pouvoir finalement revoir aussi ce qui ne va pas pour redynamiser le territoire et donner envie aux jeunes d'aller s'installer. Voilà, c'était le vœu pieux du guide. Merci Laure. Merci à tous les trois pour vos témoignages. Donc maintenant, on peut passer à la séance de questions. N'hésitez pas si vous en avez. Merci. Alors, j'ai pas une question, enfin si, c'est une question, et je réagis à votre propos des yeux au ciel et finalement des réactions outrées que finalement, si j'avais eu un micro à portée de main, je l'aurais fait bien plus tôt. J'ai regardé, pendant que vous discutiez, le nombre d'habitants de la Nièvre, qui est en diminution de 5%, qui est un territoire où il fait bon vivre, je suis d'accord, mais en fait, il y a quand même des gens qui partent. Donc, vouloir faire de la coercition dans un territoire qui n'est pas capable de garder ses habitants, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Sinon, pour la question. Aujourd'hui, la Saône-et-Loire est venue en bas. Ils ont fait un très beau stand. Ils ont fait une présentation hier où ils ont dit qu'ils ont quand même réussi à salarier 45 médecins qui vont passer à 69 l'année prochaine, je crois. Et où finalement leur dynamique médicale marche très bien. Ils ouvrent des antennes partout. Ça marche très bien, il n'y a pas de coercition, il y a du salariat. Alors ma question est, est-ce que vous avez déjà tenté le salariat? Et un dernier point encore pour rebondir sur l'obligation et le devoir, et toute cette agitation de devoir quelque chose à la société et de devoir quelque chose aux petites communes, aux petites gens et aux personnes âgées. En fait, un interne de médecine générale, il ne doit rien à l'État. Je voudrais juste vous rappeler une enquête qui est sortie dans Agora l'année dernière. Un carabin de médecine fait économiser à l'État 120 000 euros sur son cursus. C'est les chiffres, en fait, vous pouvez regarder sur Internet. Donc, aujourd'hui, oser dire qu'il faut faire de la coercition et dire vous nous devez quelque chose alors qu'on nous devrait déjà 120 000 euros, c'est les chiffres, hein, moi je prends le chiffre, c'est quand même vraiment tiré par les cheveux. Alors, et il y a des solutions qui existent. Alors, est-ce que je reviens à ma question, est-ce que vous avez tenté le salariat? Est-ce que vous avez aussi tenté, comme c'est fait ailleurs, de donner des bourses à des gens? Il y a des jeunes de 0 à 20 ans dans les écoles. Est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par la médecine? Est-ce qu'ils ont une possibilité de bourse? Est-ce qu'ils ont une possibilité, avec la nouvelle réforme, d'aller dans une fac de médecine, sachant qu'en plus, maintenant, c'est plus ouvert pour faire médecine et pour revenir s'installer? Parce que, comme vous l'avez très bien dit, effectivement, moi, je viens d'un petit village de 300 habitants. Non, 700, pardon. 700. À côté, il y a un village de 1000 habitants. C'est pas une grande ville. C'est pas du tout une ville, même. Donc, il faut arrêter avec le cliché de la ville et on veut tous s'installer en ville. Alors que moi, ça ne me dérangerait pas de me réinstaller dans mon petit village de 700 habitants qui est encore plus petit que Varzy. Voilà. Merci. Alors, plusieurs choses. 219 000 habitants, c'est le chiffre que tu as dû lire sur ton téléphone là, tout à l'heure. Je t'ai dit qu'on avait une espérance de vie de 6 ans de moins qu'ailleurs en France, enfin dans la moyenne. Donc si tu ajoutes 20 000 habitants à ces 219 000, tu restes au même chiffre, on est à 0. Or, on n'a pas les mêmes chances quand on habite en Hauts-de-Seine et quand on habite en Nièvre. Mais maintenant, je ne sais pas si on doit être accusé de je ne sais quoi, parce que la population, elle s'en va. Elle s'en va parce qu'on a des problèmes liés au travail, juste ce petit détail-là, qui fait qu'on n'a pas forcément
des centres de décision en Nièvre qui font que des entreprises vont s'installer en Nièvre. C'est la première chose. Donc, et puis vous avez le droit de partir de chez vous pour faire vos études. Parce qu'il y a aussi l'université qui n'est pas forcément au pied d'où on habite. Tout le monde n'habite pas à Lille pour aller à Sciences Po en prenant le bus 3 quartiers plus loin. Donc, et puis on a cette habitude, et puis c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec vos parents, au crochet de vos parents pendant 107 ans. Vous pouvez aussi voler de vos propres ailes, mais vous pouvez aussi revenir. C'était ça le sens de mes mots. Comme tu as parlé du salon, peut-être tu as vu le salon de la Nièvre. Il y a un stand de la Nièvre en bas. Peut-être tu as vu. Je vais te laisser une plaquette qui correspond à effectivement cette volonté d'attirer, cette volonté de marketing que l'on fait pour permettre à des jeunes soit de revenir au pays ou soit de pouvoir y participer. À travers alors des stages, hein, comme tu disais, Laure, on a des séjours découvertes. Magny-Cours, le rugby, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que dans le cadre des stages qui sont organisés pour vous faire découvrir ce qu'est la Nièvre, il y a différents pôles intéressants. On ne vous emmène pas dans les mines de charbon ou on ne vous emmène pas à la pêche quand il fait moins 15. On vous emmène sur le circuit de Magny-Cours ou on vous emmène assister à un match de rugby de Pro D2. Voilà, on est comme ça. Donc oui, on fait des choses tous les uns les autres. Et tu vois, la plaquette, c'est marqué Région Bourgogne, mais elle a été libellée de la Nièvre. Comme celle de Saône-et-Loire, plaquettée Région Bourgogne, et descendue sur la Saône-et-Loire. Alors après, oui, c'est un modèle, tu parles du salariat. Ah oui, hein, c'est un modèle, c'est un modèle. Et effectivement, il y a plusieurs départements dans l'Ouest. Tu as aussi un département qui s'est organisé comme ça. Mais on l'a utilisé, alors, on l'utilise de façon parcimonieuse. Dans quelques responsabilités professionnelles où j'ai été, oui, mon maire m'avait demandé d'organiser. D'ailleurs, j'ai reçu 50 CV, si tu veux tout savoir. J'ai reçu 50 CV. Roumains, Maghreb, Belges et quelques-uns de Français. Bon, donc vous avez aussi à balayer devant votre porte, vous, pas vous en tant que personne aujourd'hui, hein, mais la profession, je parle. Parce que, effectivement, le salariat, c'est un modèle, mais ce n'est pas forcément celui qu'on prône. Moi, ça me va très bien. On peut peut-être trouver un mix. Quand je disais qu'il faut discuter, on disait tout à l'heure, quand on disait qu'il faut échanger, il faut se connaître, il faut faire aussi preuve d'empathie, pas rejeter forcément sur l'autre. Moi, je ne rejette pas la faute à Pierre, Paul ou Jacques. Les professionnels de santé, le système de santé, il n'y a que l'agence régionale de santé sur laquelle je tire un peu. Ça, je suis obligé de le reconnaître. On tire aussi dessus, donc. Mais bien sûr, bien sûr. Mais oui, oui. Donc, nous, on est quand même à la croisée des chemins par rapport à cette population qui vieillit, par rapport à cette offre de soins qui est difficile, mais on se plaint pas plus qu'ailleurs. Hein. Je vous ai dit, moi, je combats le mot désert médical, parce que c'est pas un désert, mais on a besoin de tout le monde, mais on a besoin de faire mieux. Et pour moi, il faut que, ensemble, on produise un résultat supérieur à la somme des facteurs, pour rester dans un cadre un peu théorique. Et c'est ensemble qu'on y arrivera. Le territoire comptant pour beaucoup, la profession X, Y comptant également, mais nous, de faire en sorte que vos enfants, parce que vous allez avoir des enfants, puissent aller à l'école à pied et tout seul, sans forcément avoir la crainte de véhicules ou de pression qui peut être organisée par les grands ou d'accès à la drogue ou je ne sais quoi. Non, c'est ça qu'on vend, nous, dans nos villages. Alors, ça peut passer comme salariat pour certains, ça passe aussi sûrement par ce mode libéral, mais on a besoin de faire un pas l'un vers l'autre, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, ça ne fonctionne pas. Alors après, moi, je ne parle pas de l'État ou autre qui te devrait 120 000 euros en tant que numéro estudiantin quelque part. Non, on ne te parle pas de ça. Moi, je ne te parle pas de l'ingénieur qui, lui, a payé ses déplacements, qui, lui, a payé sa formation, qui, lui, a payé ses stages. Mais oui, mais vous êtes tous à la même enseigne. Enfin, je pense qu'il ne faut pas faire de différence. Il faut plutôt qu'on échange, puis qu'on fasse preuve d'empathie pour trouver un juste milieu, et puis que vous veniez en Nièvre. Oui, mais enfin, un ingénieur n'a quand même pas une vie humaine entre ses mains. Il faut juste le rappeler. Je pense que si l'ingénieur se trompe, il ne tue pas quelqu'un le lendemain et il n'a pas un procès derrière avec un retrait d'exercice.
Ça dépend s'il est ingénieur du bâtiment, quand même. Il peut tuer des gens en construisant des immeubles qui ne tiennent pas. Non, pour répondre à ta question, enfin pour répondre un peu à ce que tu as dit, le message politique, il ne doit pas être de dire il faut faciliter, il faut favoriser un mode d'exercice plus qu'un autre. Il y a la place pour tout le monde, salariat comme libéral. Il faut quand même aussi que ça se fasse en coordination avec les médecins libéraux. Moi, je suis médecin salarié, donc si tu veux, je peux tirer un peu sur l'ambulance. Il faut que ça se fasse quand même en coordination, c'est-à-dire que l'ouverture des centres de santé, il doit quand même être mesuré. C'est quand même le centre de santé, il y a quand même un modèle économique par rapport au modèle libéral. Il faut aussi que ça soit possiblement périn, parce que en général, c'est déficitaire. Si on arrive à être à l'équilibre, c'est bien. Mais t'es jamais excédentaire en centre de santé quand c'est quelque chose qui est financé par le département ou par la ville. Donc c'est un modèle, il faut qu'il existe. Après, il faut que ça se fasse en concertation entre tous les acteurs et il ne faut pas empêcher derrière du coup l'installation en libéral. C'est la seule chose. Donc il faut que ça soit mesuré et que tous les acteurs s'entendent. Après, nous aussi, hein, quand on est à l'Assemblée et au Sénat et qu'on entend les discours et les mesures coercitives, au départ, on s'énerve. Et puis après, on se dit, bon, on va peut-être discuter quand même, ça serait plus constructif. Alors, par médias interposés, on s'énerve hein, quand même, parce que bon, à un moment, les médias, c'est fait pour ça, parce que sinon, de toute manière, c'est pas vendeur. Donc voilà, mais en fait, après, il faut aussi comprendre que les élus locaux, s'ils ont ce genre de discours, c'est parce qu'ils nous connaissent pas. Ils savent pas ce que c'est qu'un étudiant en médecine, ils savent pas ce que c'est qu'un médecin, ils savent pas quelles sont leurs attentes, et en fait, ils font des choses et ils sont frustrés parce que ça donne pas de résultats. Et ils ont aussi derrière des gens qui ont des besoins de santé. Et pour lequel, voilà, s'ils sont élus locaux, c'est aussi qu'ils ont la passion, comme nous, hein, de pouvoir aider les gens. Donc, il y a un moment, il faut pouvoir leur faire comprendre ce que c'est qu'un jeune médecin, nous comprendre aussi quelles sont leurs attentes et quelles sont leurs difficultés, et finalement de réussir à être au milieu et de se dire, en fait, nous, ça fait des années qu'on fait des propositions, on est plus ou moins entendus, peut-être qu'on peut vous les donner et voir si vous pensez que c'est facilement applicable et dans quelle mesure est-ce qu'il y a besoin, en fait, parce que du coup... Finalement, parce que tout le monde est un peu dépassé et que tout le monde ne joue pas forcément son rôle, finalement, nous aussi, notre rôle, ça peut être, voilà, si c'est des coordonnées d'ARS qui manquent ou des coordonnées de je sais pas qui pour mettre les choses en place, on peut aussi nous faire le travail, parce que des fois, on les a, ces coordonnées, de les donner finalement aux acteurs locaux et parfois de débloquer du coup des situations. Et c'est pour ça que du coup, là, on a décidé qu'on était dans le dialogue. Un grand dialogue et qu'on essayait de rencontrer les différents acteurs. Après, il faut aussi... c'est la politique, hein, du coup, des fois, il y a des acteurs qui sont plus envie ou pas de discuter avec toi. Donc c'est là, pour le coup, on a en ce moment des interlocuteurs qui veulent bien dialoguer avec nous. Donc c'est cool. Donc du coup, on va essayer de l'utiliser au maximum. Et l'objectif, le summum, ça serait d'arriver jusqu'aux patients et de réussir à faire un truc, une espèce de boucle, pour que voilà, on soit tous... pas en mode kumbaya, mais voilà, en mode on veut faire des trucs intéressants, incitatifs et positifs. Et en fait, si on se tient les coudes et qu'on évite juste de se tirer dans les pattes en disant moi je, et ben du coup ça pourra fonctionner, on pourra mettre des choses en place de manière intéressante. Une question à gauche et en face au milieu. Là. Alors, moi, je vais faire un petit retour d'expérience dans le sens que je suis partie du syndicat local de la région Occitanie et j'ai passé 18 mois en stage en Aveyron. Donc, du coup, je sais un petit peu tout ce qu'ils font. Et l'une de mes principales choses que j'ai faites, notamment l'an dernier, c'était justement aller dans les différents départements, les 8 départements qu'il y a, dont dépend la ville de Toulouse, où je suis interne, pour justement voir les maires, notamment dans le Tarn, c'est pour ça qu'ils sont là d'ailleurs cette année, et pour justement essayer de voir, de comprendre, enfin, voilà, j'ai un peu fait. Et donc déjà, pour un peu situer l'Aveyron, pourquoi c'est quand même assez bizarre quand on voit sur le papier que ce soit le département où il y aurait plus d'installations que des pararetraites, alors que c'est un département où il y a 0 km d'autoroute, un aéroport qui fait un vol par semaine au Rodez-Paris et 2 lignes de TER. Pas d'intercité, et bon, je ne parle même pas du TGV qui passe même pas à Toulouse. Hein, donc bon. La 4G, on ne l'a pas partout non plus, et 80% du territoire est à plus de 30 minutes d'un hôpital.
En fait, ils se sont du coup réorganisés, mais ça fait 12 ans en fait qu'ils se réorganisent. Mais je suis allée dans des stages en maison de santé, elles avaient 8 ans, alors que maintenant, elles n'ont que 1 ou 2 ans. Donc du coup, elles ont 8 ans, 12 ans, et une qui en avait 6. Donc c'était des structures qui étaient pérennes. En fait, c'est de l'investissement à long terme. Actuellement, ce que j'ai pu comprendre, alors j'ai pas les chiffres exacts, hein, c'est en gros pour deux médecins qui partiraient à la retraite ou un médecin et demi, il n'y en aurait qu'un en fait qui serait formé quand on regarde par rapport. Donc en fait, même si on s'installe tous, on ne pourra pas faire remplir en fait les cabinets vides. Que ce soit, peu importe, hein, que ce soit campagne ou ville, enfin ça c'est peu importe. Nous on arrive, on a des études plus longues qu'avant, parce qu'avant, jusqu'à quand même assez récemment, dans un lieu de vie, on passe quand même de 7 ans d'études à 9. Donc c'est quand même presque 30% de plus de temps de... Donc on a 30 ans quand on sort de nos études. À 30 ans, on est marié, notre conjoint n'est pas forcément en médecine. Et souvent, en fait, le premier obstacle qu'on a à s'installer, c'est le travail du conjoint. Parce que si le conjoint fait 2 heures de route pour trouver un job, voilà, c'est pas possible. Donc ça, c'est notre... Et ça, l'Aveyron l'avait très vite pris, parce que d'ailleurs, quand on s'interroge sur l'installation là-bas, la première question qu'ils nous posent, c'est qu'est-ce que tu aimes faire niveau hobby? Et est-ce que tu as un conjoint, une conjointe? Qu'est-ce qu'elle fait? J'ai eu une amie qui n'est même pas aveyronnaise, qui même à la base, elle vient de Paris, une vraie citadine à la base. Elle a trouvé, elle est mariée avec aussi un vrai citadin parisien. Ils sont allés s'installer en Aveyron. Là, elle a son projet de s'installer en Aveyron en juin. L'Aveyron lui a demandé d'avoir le CV de son mari pour qu'il puisse lui trouver un job. Ça fait en effet un petit peu, quand je dis ça, comment dire, un peu enfant gâté, un peu assisté. Mais en même temps, nous, quand on s'installe, c'est pas comme l'ingénieur qui s'installe dans une boîte en CDI et qui va changer au bout de 2 ans parce qu'il va pas avoir la revalorisation de son salaire qu'il souhaite, parce qu'il va pas avoir l'activité qu'il souhaite faire. Nous, quand on s'installe, ce sera pour 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans même. Enfin, j'espère pas 50 ans, parce que ça veut dire que je vais exercer jusqu'à 80 ans, j'espère m'arrêter avant. Et on va suivre des familles entières. Enfin, je pense que n'importe qui a vu en stage... moi, j'ai un de mes maîtres de stage, on suit une femme qui est enceinte, et il me dit, tu sais quoi, Laurie? Et quand j'ai commencé, c'était elle qui était dans le ventre de sa maman. Donc c'est quand même des trucs. Nous, si on veut s'installer, c'est vraiment pour un moment durable. On va vraiment construire toute notre vie. Il faut qu'on arrive à se projeter, surtout dans un milieu qu'on ne connaît pas. Quand on le fait, alors je parle de l'Aveyron, mais aussi par exemple le Gers, ils proposent justement de découvrir le territoire, de visiter d'ailleurs des mines, et des centres thermales aussi. Ils proposent des mines, ils proposent plein d'activités. Et ils proposent des formations qui peuvent aller avec la médecine. Par exemple, on peut faire une formation médecin-pompier quand on est interne. C'est génial. Mettre le casque et tout, l'aérobie, avancer comme si on était et en fait, ça pour nous permettre en fait de voir ce que font justement les pompiers, pour que quand on a un pompier en face en tant que patient qui veut son certificat de pompier, d'aptitude pour être pompier, le renouvellement, on puisse dire c'est pas en fait juste un certificat de sport en fait, parce qu'il va être en contact avec du soufre, etc. Donc, voilà. Bref, mais c'est des choses en fait qui nous font un peu rêver. Il y a d'autres départements qui le font. Alors, en Occitanie, en tout cas, je parle. Il y a le Tarn qui commence là à beaucoup faire, à faire justement des maisons pour accueillir des étudiants en santé, mais même non en santé. Il y en a une à Cordes-sur-Ciel qui sont en train de monter. Il y en a une aussi vers Mazamet. C'est pour celle que j'ai. Ils font des HPTS, des maisons de santé, bien sûr. Et ils montrent en fait vraiment toute la... En fait, il faut montrer le dynamique qu'il y a. Alors, je sais que c'est facile à dire, parce qu'on vient de l'extérieur, mais
quand nous on s'installe pas pour 5 ans, enfin, on s'installe pour 30 ans, donc il faut qu'on puisse à 30 ans se projeter jusqu'à presque notre mort même. Presque, j'ai dit. Donc le GERS aussi fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Il propose des visites, il donne des cours, il propose aussi de donner cours de cuisine. Et en fait, c'est vraiment des choses qui permettent de se projeter. Donc c'est pour ça que je salue le coup de travail fait au niveau national. D'ailleurs, cette impulsion, je l'ai faite, mais mes prédécesseurs aussi l'ont fait, sous d'ailleurs l'impulsion notamment au niveau de l'ISNA-IMG. Et donc du coup, j'encourage un peu tout le monde, notamment ceux qui, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans les assos des internes de Medjay, ou même quand vous êtes en stage, juste à poser la question, savoir ce qu'ils veulent, parce que, en fait, souvent, c'est ça, en fait, il y a un double discours qui ne se confronte pas. Et nous, en fait, quand on veut s'installer quelque part, en fait, on ne veut pas bosser, on s'en fout, on bosse où on veut, enfin, même si j'ai envie, je mets mon cabinet là, je vais en avoir des patients, dans le centre de congrès. Je vais l'avoir, enfin. Ce qu'il faut, c'est pas là où je vais travailler qui m'intéresse, c'est là où je veux vivre. Enfin, c'est vraiment ça, en fait, qui est important pour nous, je pense. Voilà. Juste pour rebondir à ce que tu dis, le guide, on l'a fait avec les bureaux nationaux, hein, mais c'est des admins locaux aussi, hein, du coup, dans le bureau national, on est tous des admins locaux. Donc il faut vraiment vous l'approprier, ce guide. Hein. C'est vrai que des fois, on est souvent dans notre tête. D'ailleurs, tous les docs, justement, qu'il y avait sur l'ISNAR, et je pense qu'il y avait celui... Ou alors c'est peut-être une version qui n'était peut-être pas encore actualisée, je ne sais plus. On les a donnés notamment dans le Tarn, l'Aveyron et le Gers. Ouais. Et en Ariège, on l'a fait dans le Lot. Et le Tarn, d'ailleurs, si tu vas leur discuter, c'est... Oui, j'ai vu les collectivités. Ils vont même te les ressortir, en fait. Ouais. Mais là, du coup, je te disais, le guide là, qu'on a fait là, qui est un peu plus pratique que les documents qu'on avait pu faire dans les années précédentes, vraiment, il faut s'en approprier. Après, il renvoie à tous les documents qu'on avait déjà publiés avant. Hein. Mais s'en approprier, et pour ceux qui sont dans les assos, ou même pas dans les assos, finalement. Si vous connaissiez votre mère, etc., c'est un document qui est toujours tout à fait distribuable, et ça peut engager le dialogue aussi en disant en fait, vous savez ce que c'est qu'un étudiant en médecine? Est-ce que vous savez ce qu'on voudrait? Est-ce que vous savez que ça, c'est super bien dans notre ville, il faudrait en faire la communication? Et je pense que comme ça, quand tu commandes, au niveau local, on arrive à faire quelque chose, ça permet de faire bouger un peu les lignes aussi. Parce que du coup, au national, des fois, c'est un peu compliqué de rencontrer tous les acteurs. Juste pour dire, oui, moi j'aime bien, c'est le plan de vie, en fin de compte, que tu as décrit là. Et je vois que tu te portes pas trop mal pour avoir passé 18 mois en Ariège, donc c'est bon signe tout ça. Aveyron. Aveyron, pardon. C'est 6 mois en Ariège. Ouais, bon, quand même, voilà. Non, mais je retiens ça parce que quand on dit on apprend à se connaître, l'histoire de, effectivement, c'est pas un plan de carrière. Tu as raison, tu vas mettre ta valise, peut-être pas où tu veux quand même, mais pas loin. Je prends un exemple juste aussi. Le département a racheté une bourse d'une jeune femme qui venait de Tours ou je ne sais quoi. Et la première chose, ça a été de dire, mon copain, il a une spécialité dans le milieu automobile, tatati, tatata, et voilà. Et donc, c'est moi qui m'en suis occupé, mais c'est pas parce que ça. Mais on fait ça. On a tellement peu de monde qu'on est capable de le faire, ce que tu dis là. On fait du cousu humain. Ou dans mon village, par exemple, pourquoi on a un deuxième médecin qui s'est installé là au mois d'avril? Parce qu'il y a 4 ans, le couple de médecins qui voulait revenir au pays avait posé une condition. Nous, on veut habiter à tel endroit. Bon, c'est comme ça. Mais simplement, le monde agricole ne réagit pas toujours de la même façon. Puis au final, avec un organisme qu'on appelle la SAFER, on a organisé ça. Et bien s'en faut. Donc on arrive à faire du cousu humain, comme tu dis. Mais l'idée du plan de vie, ça je trouve que c'est bien de pouvoir le mettre en avant. Et puis les pompiers, j'y avais pas pensé. Mais comme nous, c'est les sapeurs-pompiers volontaires qui nous sauvent la mise tous les 4 matins, la nuit surtout, hein, sur les personnes âgées qui tombent et autres. Et ils souffrent de ne pas suffisamment avoir... Alors eux, ils demandent des infirmiers, mais alors les médecins, ça serait d'enfer. Et on pourrait être nommé colonel, dis donc, derrière. Alors, pour vous dire comment ils s'organisent en Aveyron, en fait, ils ont incité du coup les médecins des maisons de santé à être médecins coordinateurs du SAMU, et en étant médecins pompiers, ils leur ont quasiment offert la formation.
Ils leur ont offert la formation et en fait, là-bas, en vrai, il n'y a que 2 médecins-pompiers professionnels dans tout le département. Et en fait, tout le discours que j'avais fait, c'est pour dire qu'une loi coercitive, ça ne peut pas marcher dans le sens que si on impose à quelqu'un d'exercer dans un endroit, en fait, on n'implique pas que un médecin, en fait, on implique toute une famille, tout un mode de vie en fait, qui est derrière. Et pour d'autres, et ces lois ont existé dans certains pays, et elles ont duré 2 ans, parce que ça déplace le problème en Allemagne, de mémoire. C'était en Allemagne. Et en plus, en ville, c'est pareil, hein, c'est la même galère. Hein. On peut aller aux urgences plus facilement, d'accord, mais la galère est la même. Le samedi, le dimanche, on attend plus longtemps. Donc si ça peut attendre le lundi, on peut attendre. C'est comme quand on est à découvert le vendredi à 17h. C'est comme quand on s'est fait voler sa carte d'identité, qu'il faut refaire ses papiers à la mairie le vendredi, alors que c'est fermé et on sait qu'elle peut être fermée le lundi aussi. Voilà. L'État nous a un petit peu organisé les choses pour aller encore plus loin pour refaire les cartes d'identité. Mais oui, t'as raison, c'est t'as raison. des Non, mais t'as exemples, raison. quoi. C'est des exemples. Non, mais on a tous à balayer devant notre porte, hein, je suis bien d'accord. Hein. Comme nous, les élus, avec les élections municipales, on a aussi à discuter. Il y a des instances locales, départementales, régionales au niveau de la santé. Et nous, on sait les élus qui y vont dans ces instances locales. C'est le maire du CHU, enfin de la ville où il y a le CHU, le maire où il y a le centre hospitalier. Et ils y vont quand il y a le feu dans cet établissement-là, pas sur le territoire. Ils oublient un peu. Voilà, donc nous aussi, on a à balayer devant notre porte. Hein, tu as raison. Hein. Nous allons prendre une dernière question. On en a une devant. Ah, bonjour, je suis Aurélie. Je fais partie de l'asso des internes de médecine générale à Tours. Du coup, Tours, c'est un peu la même problématique que l'Aveyron ou que la Nièvre. Pour vous dire, à part le 37 aux alentours de Tours, tout est quasiment en zone sous-dotée. Même Orléans, qui est l'autre grosse ville dans le centre-ville d'Orléans, il y a la moitié des médecins traitants qui partent à la retraite dans les 2 prochaines années. Ils ne seront pas remplacés. On ne sera pas assez nombreux pour remplacer ces médecins-là. Après, nous, ça se passe un peu pareil qu'à Toulouse en termes d'attractivité. De ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les territoires entre eux se mettent pas forcément d'accord pour attirer des internes. Il y a, par exemple, actuellement, je suis en stage dans le Loiret, à Montargis, qui est une ville sous-dotée. Il y a quasiment plus de médecins. C'est une seule hôpital à 60 km à la ronde. Donc ça pose à peu près les mêmes problématiques. Et j'avais été au semestre précédent à Orléans, qui est très dynamique en termes d'attractivité des territoires. Ils ont même créé un poste spécial à la mairie pour attirer des jeunes talents, dont les internes. Ils organisent des soirées, ils organisent des découvertes, des jeux découvertes du territoire. Ils nous convoquent aussi quand il y a un projet de santé qui se monte pour nous présenter en avant-première, pour dynamiser les choses. Et Montargis, actuellement, c'est pas du tout le cas, que ça soit à l'hôpital, en libéral ou à la mairie. Il n'y a aucune communication entre ces 3 acteurs-là, ce qui pose souci et entraîne des défauts de communication avec les internes, et ça donne pas très envie de s'installer. Je pense qu'aussi, il faut que vous améliorez la communication entre les acteurs de santé locaux et départementaux, mais qu'il y a aussi des choses à faire entre élus. Vous mettre d'accord entre les élus locaux, départementaux et régionaux pour avoir une même politique d'attractivité des internes. Et aussi, je pense qu'il faut que vous vous rapprochiez des associations étudiantes, parce qu'on travaille beaucoup en concertation avec les médecins et les politiques locaux pour organiser justement la dynamique des stages. Et actuellement, nous, en sorte, dans la région centre, on essaye d'avoir le même nombre d'internes dans chaque département, et sachant que les stages sont organisés pour découvrir à la fois l'activité de ville, semi-rurale et campagne, ce qui est assez bien réparti. Après, pose les questions aussi des logements et des indemnités kilométriques, mais ça, je pense que ça peut être
organisé par les départements. Donc je vous invite aussi à faire ce travail-là avec l'association des étudiants de Dijon, je pense, pour la Nièvre. On peut aussi vous aider dans ce sens-là. Mais après, je pense qu'il y a aussi... il ne faut pas vouloir aussi avoir un médecin généraliste pour chaque village et regroupez-vous en communauté, créez un projet de santé et dynamisez-le. Mais après, il faut aussi, je pense, améliorer la communication entre les différents politiques et niveaux de politique pour attirer, déclencher de l'attractivité. Surtout, vous dites qu'il n'y a pas de travail, que vous avez du mal à attirer des grandes entreprises dans votre région. Le souci, c'est que, comme disait Laurie, nous, quand on arrive avec un conjoint ou une famille, des enfants, et c'est pour 30 ans. Et du coup, il faut prendre en charge, prendre en compte cet aspect-là, et c'est important pour notre installation. Donc, si dans votre village, à 30 km, il n'y a pas de poste, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de service public, on ne s'installera pas forcément. Mais ça, nous, on ne pourra pas agir sur ce point-là. Ça, c'est le rôle, je pense, des politiques. Voilà. Je pense que c'est effectivement ce que tu dis, Aurélie. L'un des gros problèmes, en fait, quand on se frustre entre élus, représentants, des médecins, etc., c'est en fait essentiellement un problème de communication. On en voit toujours de temps en temps un maire, un département qui propose une maison, un yacht, le golf, le restaurant, sa femme, etc. pour faire venir un médecin. En réalité, c'est pas du tout ce qu'on demande, sauf que c'est sûr que s'il n'a pas d'interlocuteur en face, il n'y a personne qui vient lui dire mais en fait moi ce que j'aimerais pour m'installer chez toi ou nous ce qu'on aimerions pour nous installer chez toi, c'est ça, c'est de l'accompagnement, etc. Forcément, au bout d'un moment, quand il est désespéré, il va faire ce qu'il peut faire et proposer de faire ce qu'il peut proposer de faire, avec évidemment l'idée du buzz médiatique quand même dans un certain nombre de cas. Mais du coup, le problème, le principal élément pour avancer ensemble sur ce point, c'est vraiment la communication. Et ça passe, effectivement, en tant que structure nationale, on peut aller remplir une part de ce rôle de communication. Mais en tant que structure nationale, on a beaucoup moins de crédibilité auprès d'un maire, auprès d'un département. C'est à l'échelle locale qu'il faut rencontrer les élus locaux. Et ça passe par les structures qui vous représentent, dont vous faites partie. Mais ça passe aussi par chacun à l'échelle individuelle, de pouvoir aller rencontrer son maire, d'aller à la rencontre de son maire, ou d'aller aux rencontres qu'organise le maire de notre commune éventuellement, et d'aller à la rencontre de la population et de voir avec eux quelles sont les problématiques, faire un espèce éventuellement de diagnostic en fait, de ce qui se passe, de leurs problèmes, pour trouver avec eux la solution adaptée. Bien, merci à tous. Nous allons clore ce débat d'actualité.